Il est 14 heures pile, donc nous allons commencer notre conférence sur donc l'admission à l'école d'ingénieur Polytech après une L2 ou L3 ou un BUT2. On ne peut pas encore dire BUT3 puisqu'on n'est pas encore arrivé à cette échéance du nouveau diplôme. Donc je vous souhaite la bienvenue, les étudiants qui êtes donc en direct avec nous. Avec nous cet après-midi, nous avons le directeur de Polytech Nice-Sophia, Monsieur Caminada, qui a eu vraiment la gentillesse de venir nous rejoindre pour vous donner toutes les infos possibles sur l'admission à Polytech après donc une L2 ou L3 ou un BUT2, et pour ceux qui iront en BUT3 l'an prochain, ou un BUT3. Merci Monsieur Caminada. En deux mots, peut-être présentez-vous, parce que ce n'est pas les mêmes interlocuteurs que la dernière fois. Et si vous pouviez, on va commencer dans le vif du sujet, nous expliquer comment on intègre Polytech lorsqu'on est titulaire d'une L2 ou L3 ou d'un BUT2, puisque c'est la même intégration. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravi d'être ici avec vous, de pouvoir échanger directement et de répondre à vos questions pour voir comment vous pouvez rentrer à l'école d'ingénieur Polytech Nice-Sophia. Alors, en deux mots, je me présente. Je suis ingénieur de formation en informatique électronique automatique. Et puis, suite à cela, j'ai travaillé un petit peu, 1 an dans une entreprise d'informatique. Après, j'ai fait un doctorat. Et ensuite, je me suis remis à nouveau dans une entreprise à France Télécom pour y passer 11 ans de ma carrière avec ce doctorat en poche. Et puis ensuite, je suis passé dans l'école d'ingénieur pour diriger le département de formation en informatique. Et maintenant, je dirige l'école d'ingénieur de Polytechnique Sophia depuis 2017. Donc, je rentre dans mon deuxième mandat, sur un mandat de 5 ans que je viens de démarrer. Alors, je suis là pour vous parler donc du réseau Polytech, de la manière dont on peut intégrer une école d'ingénieur du réseau Polytech, et notamment la nôtre, bien sûr, à Sophia, après avoir fait un but 2, un but 3 si vous pensez à l'échelle du but, une L2 et une L3. Alors, donc, ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que chaque année, il y a des élèves qui arrivent après une L2, une L3 ou jusqu'à maintenant un DUT. Pour entrer dans une école Polytech. Alors, le concours, comment ça se passe? Alors, c'est un concours. Alors, pourquoi on dit concours? On dit concours parce qu'il y a un nombre de places réservées et parce que c'est sélectif, c'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas. C'est pour ça qu'on dit concours. Par contre, il n'y a pas d'épreuve écrite parce que là, sur les admissions pour les buts 2, L2, L3, c'est sur dossier. Et si on est pris sur dossier, il y a simplement un entretien oral pour compléter. Voilà comment ça marche. Alors, tout ça, ça passe par le même tuyau. Et le tuyau, il faut distinguer les formations d'ingénieurs que vous voulez rejoindre en étant étudiant, en statut étudiant, les formations que vous voulez rejoindre en étant en statut apprenti. C'est deux tuyaux différents. Et donc, je vais vous expliquer ça. Alors, pour rentrer sur une formation d'ingénieur en statut étudiant, il faut aller directement sur, vous tapez sur Internet, admission Polytech. Donc, ça concerne pas l'école, c'est pas l'école qui gère directement, c'est un système qui gère les 15 écoles Polytech ensemble, tout ensemble, avec un seul portail et un seul mécanisme. Donc, vous tapez admission Polytech et là, vous allez voir que l'admission pour les buts 2, pour les L2 et pour les L3 est déjà ouverte depuis le 11 janvier jusqu'au 30 mars, date imposée. Et donc, dans cette plateforme-là, vous allez voir qu'il y a déjà aussi le nombre de places qui est proposé. Sur les buts 2, il y a 264 places. Donc, au niveau national, au niveau national, donc sur les 15 écoles. Hein, donc, en gros, ça veut dire qu'il y a 30-35 places par école, à peu près. Donc, ça veut dire que chez nous, à Polytechnique Sophia, il y en a une trentaine. Donc, toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues. Hein. Donc, il y en a une trentaine chez nous à Polytechnique Sophia. Et sur L2, L3, il y a 332 places qui sont ouvertes. Donc là, vous voyez que ça veut dire en gros que là, on est sur un petit peu plus de places ouvertes. Il y a entre 40 et 50 places ouvertes par école. Et c'est comme ça chez nous, effectivement, il y a une quarantaine de places ouvertes pour les L2 et pour les L3, toutes disciplines confondues. Alors donc, vous allez sur ce portail. Bien entendu, ce qui compte pour vous aujourd'hui, si je devais vous donner un conseil, c'est quoi? C'est de postuler partout où vous pouvez. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que vous voulez avoir le choix de la poursuite de vos études. Donc, ne vous retenez pas à la base, ça ne sert à rien. Déposez votre dossier, donnez-vous toutes les chances d'aller où vous avez envie d'aller. Et plus vous aurez de réponses positives et favorables, et mieux ça sera pour vous. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas, déposez un dossier directement et vous verrez bien derrière après ce qui se passera.
Donc, vous déposez votre dossier. Alors, c'est un dossier, on va vous demander en fait vos pièces depuis le post-bac. Donc, première année, deuxième année de formation. On va vous demander de déposer des pièces, de saisir des notes. On va vous demander des informations sur vous, bien sûr, où est-ce que vous habitez, votre numéro d'étudiant, etc., etc., des trucs comme ça. Voilà, donc jusqu'au 30 mars, vous déposez vos pièces sur ce portail-là. Ça, c'est pour la formation, pour toutes les formations étudiantes du réseau Polytech. Et donc, à Polytechnique Sophia, on a actuellement 7 formations en statut étudiant donc, que vous pouvez intégrer et qui touchent. Alors, je vous invite à aller sur le portail de l'école et vous allez voir qu'il y a du génie biologique, il y a du génie de l'eau, il y a génie de l'eau et l'aménagement paysager. Ça, c'est nouveau. On fait ça avec le campus Vert d'Azur cette année, c'est nouveau. Vous avez mathématiques appliquées, vous avez bâtiments intelligents, vous avez informatique et vous avez encore robotique. Voilà les 7 formations qui sont à vos dispositions. Et il m'en reste une. Vous avez aussi électronique et système embarqué. Alors, jusqu'à l'année dernière, c'était seulement électronique et maintenant, on a changé l'intitulé, c'est électronique et système embarqué. Voilà ce que vous avez. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour les matheux, les physiciens, les informaticiens, tous ceux qui font des études dans le domaine des sciences de la vie, ainsi que dans le domaine des matériaux. Si c'est ça qui vous intéresse plus, ça marche aussi. Tout ce qui concerne aussi la mécanique, parce que dans le bâtiment, dans le génie de l'eau, il y a énormément de mécanique, en fait, pour la résistance des milieux et des choses comme ça. La résistance des matériaux. Et puis, vous avez aussi tout ce qui touche, on va dire, d'une manière générale, au génie industriel. Parce que dès lors que vous avez fait une formation en génie industriel, ça veut dire que vous avez des bonnes bases en matière de mathématiques, normalement. Vous allez voir des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, vous déposez votre dossier sur la plateforme. Et ensuite, le 2 juin, tout ça, c'est sur le portail, le 2 juin, vous saurez si vous êtes admissible ou pas admissible. Si vous n'êtes pas admissible, c'est terminé. Si vous êtes admissible, vous serez convoqué à un entretien qui, pour vous, puisque vous êtes niçois ou de la région, se déroulera dans notre école. Donc, peu importe quelle école du réseau Polytech vous voulez rejoindre, votre entretien sera chez nous parce qu'on est juste à côté. Donc, les entretiens auront lieu du 7 au 21 juin dans notre école. C'est un entretien sans préparation. On veut vous recevoir pour savoir vos motivations. Il n'y a pas d'épreuve. Donc, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Quel est votre projet professionnel? Voilà, des choses comme ça. Et vous aurez le résultat le 28 juin. Donc, une semaine après la fin des entretiens qui sont le 21 juin. Le 28 juin, vous avez le résultat. Et à ce moment-là, vous êtes classé par spécialité. Ce qui veut dire qu'on va vous dire, ben voilà, pour la spécialité, alors je prends un exemple quelconque, la spécialité de mathématiques appliquées de Polytechnique Sophia, vous êtes classé 10e. Et là, on a un certain nombre de places qui sont ouvertes. Et vous voyez tout de suite si vous êtes admis immédiatement ou si vous êtes sur liste d'attente. Et ça, vous pouvez le faire pour plusieurs spécialités dans toutes les écoles. Donc, ça vous donne un choix très, très large. Vous avez envie d'aller poursuivre vos études à Nantes, vous pouvez demander Nantes, à Sorbonne, à Saclay, à Lille, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Annecy-Chambéry. Voilà, je ne vais pas citer toutes les écoles, mais donc il y a à Angers, donc il y a 15 écoles. Donc pour vous, il faut hiérarchiser ses vœux, du coup. Voilà, il faut dire où vous voulez aller, quelle spécialité, quelle école. Et puis ensuite, donc les résultats à partir du 28 juin. Et là, vous devez vous déterminer. Il y a 5 dates pour vous déterminer. La première date, c'est le 7 juillet. Puis il y a une deuxième date, le 20 juillet, parce qu'au fur et à mesure, donc, les listes d'attente vont se vider. Puis le 25 août, le 31 août et jusqu'au 6 septembre, donc à la rentrée. Voilà comment ça marche. Vous avez 95 € de frais de dossier. Et si vous êtes boursier, c'est gratuit, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour accéder à une formation en statut FIS. Donc, on va dire que c'est un concours national. Vous allez être classé, mélangé avec toutes les autres personnes qui ont fait une formation de but 2 ou L2, L3. Vous aurez un classement national et là, vous êtes donc soit admissible, soit non admissible, puis après entretien. Voilà comment ça marche. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, aux admissions pour les formations d'ingénieurs par apprentissage. Voilà, parce qu'il y a des questions effectivement sur l'alternance. Donc, oui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, un ingénieur, c'est avant tout quelqu'un de polyvalent qui a des bonnes bases en sciences et techniques dans son domaine, qui a aussi des bonnes bases en anglais, parce qu'on demande un niveau d'anglais B2, obligatoire pour avoir le diplôme, qui aura fait un minimum dans notre école de 40 semaines de stage en entreprise, qui se déroule en 2e année du cycle ingénieur et 3e année du cycle ingénieur, qui aura fait un séjour à l'étranger d'au moins 17 semaines. Alors tout ça, on accompagne les étudiants pour ça, on les aide à trouver les entreprises, on les aide à partir à l'étranger, on donne des bourses, on fait énormément de choses. Donc pour vous donner une idée sur UCA, en gros, la moitié des bourses Erasmus de l'Université Côte d'Azur met à disposition des étudiants, c'est pour des élèves de Polytech. Parce que nous, on a une obligation de mobilité, donc du coup, on prend énormément de bourses.
Donc, pour vous dire qu'on pourra vous aider. Et l'ingénieur, à côté de tout ça, il a toute une formation sur les sciences humaines et sociales. Donc, il fait de l'économie, il fait de la gestion de ressources humaines, il fait de la gestion de projet, il va faire de l'éthique, il va avoir des cours d'éthique, il va travailler aussi en projet avec d'autres, il va participer à des hackathons. Il y a 2 hackathons dans l'école qui sont organisés, un qui se passe plutôt à l'automne, l'autre plutôt sur la période du printemps. Et donc, en fait, c'est un ensemble de compétences qui va permettre à un ingénieur qui sort de l'école de pouvoir trouver un emploi correspondant à un métier de haut niveau de qualification. En sortant avec un diplôme d'ingénieur, on est pour 90%, exactement 90,3%, on trouve un emploi en moins de 2 mois après la sortie de l'école. Et puis, pour 90% avec un CDI et aussi pour autour de 90% avec un statut de cadre dans l'entreprise. Voilà un petit peu les conditions, avec un salaire de démarrage qui est pour nous entre 35 000 et 40 000 annuels quand on démarre. Après, l'évolution de carrière fait que ce que vous ferez par la suite, ça dépendra de vous. Alors, un apprenti, donc un élève qui fait une formation d'ingénieur par apprentissage, il fait la même chose. Donc, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, il a le même diplôme que l'étudiant, c'est le même diplôme, et il a les mêmes compétences, il fait la même chose, sauf que, au lieu de passer, comme je dis tout à l'heure, sur les 3 ans de formation, 40 semaines de stage qu'il fait en entreprise, il va passer la moitié de son temps en entreprise. Donc, comme la formation dure 3 ans, ça veut dire que l'élève va passer l'équivalent de 18 mois dans l'entreprise. Donc, il passe beaucoup plus de temps dans l'entreprise et donc il acquiert une expérience dans l'entreprise qui est beaucoup plus forte. L'élève est en même temps salarié de l'entreprise, donc on peut démarrer un apprentissage dès la première année du cycle ingénieur. On peut aussi dire, la première année, je démarre avec un statut étudiant et la deuxième année, je veux devenir apprenti. Donc ça, c'est les 2 possibilités que nous avons. Et là, on a demandé à la commission des titres d'ingénieur aussi de pouvoir faire un apprentissage uniquement sur la dernière année. On attend la réponse, on aura dans un mois à peu près. Donc, si vous arrivez chez nous et que vous ne savez pas trop, étudiant apprenti, vous ne savez pas, bon, ben, vous postulez étudiant et vous pouvez faire apprenti à partir de la deuxième année. Si vous dites je veux faire apprenti, ben, vous démarrez directement. Donc, ça veut dire que là, on vous convoque au mois d'avril à un forum de rencontre avec des entreprises qui sont nos partenaires. Il y en a une 50aine. Ils viennent chercher des apprentis. Donc là, vous passez un entretien avec l'entreprise. Nous, on vous déclare admissible et l'entreprise, une fois qu'elle vous a pris et qu'elle vous a signé un contrat, vous devenez admis, définitivement. Donc là, on vous convoque en avril pour vous aider et ensuite, on vous soutient jusqu'à la rentrée. Donc pour les apprentis, pour devenir admis, il faut trouver un contrat avant le 30 septembre. Voilà. Si vous avez un contrat avant le 30 septembre, c'est bon, c'est fini pour vous. Vous pouvez démarrer vos études. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette voie d'apprentissage? La grosse différence, c'est que c'est une décision de recrutement locale à l'école. Donc là, on ne passe pas par le concours national, on ne passe pas par le portail dont je parlais tout à l'heure, Admission Polytech. Là, vous allez directement soit sur le portail e-candidat de l'Université Côte d'Azur, soit vous allez sur le portail de l'école et vous regardez admission, formation par apprentissage et on vous renverra vers e-candidat. Et donc, quand vous irez sur e-candidat, vous allez regarder dans la liste des formations, vous cherchez Polytech, vous ouvrez l'onglet Polytech et là, vous allez voir qu'il y a les 4 formations par apprentissage que nous proposons. Il y en a une en bâtiment intelligent, il y en a une en électronique et système embarqué, il y en a une en mathématiques appliquées. Pardon, celle-là, elle ne va pas ouvrir cette année, elle va ouvrir l'année prochaine. Donc, je recommence. Donc, il y a bâtiment intelligent, électronique et système embarqué, génie de l'eau et aménagement paysager, qui est une chose qui est importante. Et puis, il m'en manque une, pardon, informatique, évidemment, informatique. Voilà, vous avez ces 4 formations. Et vous allez voir que sur e-candidat, il y a marqué est-ce que vous postulez en première année ou en deuxième année? Alors, si vous sortez, et c'est votre cas, d'un but 2, d'une L2 ou d'une L3, il faut candidater en première année. La candidature en deuxième année est réservée pour les élèves qui sortent de Master 1. Donc, pour vous, c'est première année, sauf s'il y a des élèves de Master 1 actuellement qui écoutent. Donc là, on vous demande de déposer un certain nombre de pièces. Donc, il y a la même chose, les notes à donner, voilà, un avis de poursuite d'études, je crois, il y a une lettre de motivation et on va regarder ce que vous avez mis là. Et donc, c'est ouvert de la même manière jusqu'au, sauf erreur de ma part, c'est déjà ouvert et c'est ouvert jusqu'à fin mars. Donc, il faut déposer des dossiers maintenant. C'est déjà ouvert. Hein. Attention, pour le cycle ingénieur, on ouvre beaucoup plus tôt que pour les masters. Donc, sur e-candidat, les candidatures sont déjà ouvertes et on a déjà une centaine de candidatures. Donc, il ne faut pas tarder, il faut y aller. Il n'y a pas de limite, bien sûr, sur nos candidatures. Et là, sur les formations par apprentissage, on a 96 places à l'école.
Donc, vous voyez donc répartis sur les 4 spécialités. Voilà, répartis sur les 4 spécialités. Donc, on a 24 places par spécialité. Recrutement local, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les élèves avec qui on veut travailler pour poursuite d'études en diplôme d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde votre dossier, on l'évalue, et si on juge que vous avez les capacités à suivre une formation d'ingénieur, on vous déclare admissible. Donc, admissible ou non admissible, c'est comme tout à l'heure, on vous déclare admissible, et on vous convoque au forum de rencontre avec des entreprises qui a lieu donc vers la fin du mois d'avril. Et là, vous avez toutes vos chances de rencontrer une entreprise. On vous inscrit sur notre job teaser. Vous déposez votre CV, vous avez accès à des offres des entreprises. Les entreprises ont accès à votre CV, vous êtes en contact direct. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire le job pour faire un contrat. Et le contrat, c'est nous qui le faisons. Donc, nous travaillons avec vous, on vous aide à préparer le contrat, on le remplit, on vous met en rapport avec le CFA. On travaille avec le CFA, soit de l'UIMM pour la partie électronique, soit le CFA épure pour les autres formations avec qui on bosse. Et puis ensuite, voilà, vous arrivez, vous démarrez. Très bien. Alors, pour être clair, c'est pas la même sélection, donc c'est pas un concours entre guillemets national. Non, pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage, c'est pas un concours national, c'est un concours local. Voilà, chaque école a sa propre démarche, son propre portail, ses propres critères, son propre nombre de places et aussi ses propres spécialités. Parce que nous, on en a 4, ce qui est beaucoup. 4 spécialités dans une même école pour l'apprentissage, c'est beaucoup. Absolument. Et ça marche très très bien. L'année dernière, on a reçu 250 dossiers. Donc, il y a vraiment un engouement pour ça très fort. Et les entreprises sont en attente d'avoir des bons candidats pour l'apprentissage. Alors, pour information générale, l'année dernière, il est sorti à peu près 43 000 ingénieurs des écoles. D'accord, ce sont des ingénieurs qui sont arrivés sur le marché. Donc, nous, on en a formé 310 l'année dernière. D'accord. Sur ces 43 000 ingénieurs, il y en avait 15 000 qui sont sortis ingénieurs en ayant fait une voie par apprentissage. Donc, vous voyez que c'est aujourd'hui 30% à peu près des ingénieurs qui sortent sont sortis diplômés par l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui a, en l'espace de 10 ans, ça a complètement changé. Avant, il y en avait 1000, 2000, et là, ça a complètement changé. Maintenant, on s'est mis sur le modèle allemand, si vous voulez, et on considère qu'une formation partagée avec une entreprise, c'est bien. C'est même très bien. Gros avantage, vous êtes salarié. Oui. Vous touchez la première année 600, 700 euros par mois. La deuxième année, vous touchez 800, 900 euros. La troisième année, vous êtes à 1000 euros à peu près. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'à la sortie de votre formation d'ingénieur, vous avez déjà une expérience professionnelle de 3 ans en tant que salarié. Et ça vous fait un bonus sur votre premier emploi qui est de l'ordre de entre 3 et 5 000 euros annuels. Donc au lieu de démarrer entre 35 et 40 000, comme pour les élèves qui sortent en ayant été étudiants, vous allez démarrer plutôt entre, on va dire, 38 et 42, 43 000 euros. Et ça, c'est systématique sur la plupart des entreprises. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Les entreprises, elles valorisent, on va dire, cette formation par apprentissage. Et pour vous donner un autre exemple, le placement des élèves dans les entreprises. Donc, lorsqu'on est étudiant, un élève sur 2 est embauché dans l'entreprise où il a fait son stage de fin d'études. Okay. Lorsqu'on est apprenti, c'est les 3/4 des élèves qui sont embauchés dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage. C'est presque une pré-embauche, on va dire. Voilà, il y a une fidélisation beaucoup plus forte. Alors justement, par rapport à cette de faire son diplôme en alternance, on a des questions sur est-ce que le fait d'avoir déjà fait des stages en entreprise est absolument indispensable? Bon, donc on peut imaginer qu'après un BUT2, ce serait peut-être plus simple par apprentissage. On a déjà un peu l'expérience de l'entreprise, mais quelqu'un qui sort de L2 ou L3 a autant ses chances de pouvoir postuler par alternance et être accepté. Oui, il n'est pas obligatoire d'avoir déjà fait un stage ou même d'avoir déjà fait l'alternance pour pouvoir candidater sur une formation par alternance. N'importe qui peut candidater. En fait, nous, on va regarder au niveau du dossier, on va regarder votre niveau, votre classement dans votre promotion. On va vérifier que vous avez les aptitudes en sciences techniques, en anglais, en français, que tout ça, c'est bon et qu'on peut vous faire confiance pour réussir votre formation d'ingénieur. Après, c'est l'entreprise qui va vous évaluer puisque c'est elle qui va vous faire passer l'entretien. L'entretien, c'est directement l'entreprise qui vous le fait passer. Et là, il faut vous vendre. Donc, que vous ayez déjà fait un stage d'entreprise ou pas, c'est vous êtes qui? Qu'est-ce que vous aimez faire? Racontez-moi votre valeur ajoutée. Expliquez-moi vos motivations. Est-ce que vous connaissez mon entreprise? Oui. Comment vous la connaissez? Est-ce que vous avez une appétence particulière pour telle ou telle chose qu'on peut trouver dans l'entreprise? Si vous candidatez chez NXP, qui fabrique des composants électroniques, on va vous demander qu'est-ce que vous aimez dans l'électronique? Pourquoi vous voulez venir faire de l'électronique? Voilà, des choses comme ça. Donc là, il s'agit de se vendre et de valoriser tout ce que vous savez faire. Vous avez fait du sport, valorisez-le. Vous avez été en voyage à l'étranger, valorisez-le. Vous avez fait des petits jobs, valorisez-les.
vous parlez de langue, dites-le. Tout ce qui vous met en valeur, en fait, et met en confiance l'entreprise, c'est ça qui compte. Il faut que l'entreprise se dise, c'est la bonne personne. C'est ça. Et donc, c'est celle-là que je vais recruter. Et que vous soyez femme ou homme, ça n'a pas de différence du tout. Et je vous encourage, donc vous soyez femme ou homme, à candidater. Vous savez qu'il y a à peu près 30% de femmes dans les formations d'ingénieurs. C'est un nombre qu'on voudrait faire grossir. Et il ne faut pas se retenir. Il faut y aller. Il y a de plus en plus de métiers qui sont dans les sciences techniques qui sont heureusement ouverts directement au recrutement des femmes, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Alors justement, donc là, vous nous rassurez parce que vous nous dites qu'en fait, quelqu'un qui candidate sur l'entrée à l'école par alternance, même s'il n'a pas déjà en tête une entreprise, peut sereinement candidater, puisque si vous acceptez son dossier, il sera mis en relation avec des entreprises. C'est bien ça. Mais est-ce qu'on peut arriver avec son entreprise aussi? Ah oui, alors on peut arriver avec son entreprise. Alors effectivement, bon, il y aura ceux qui auront fait déjà une alternance ou qui auront fait un stage et qui auront, au cours du stage ou leur alternance, convaincu leur entreprise que elle est prête à les accompagner pour une formation d'ingénieur. On peut venir avec son entreprise. Et si on vient avec son entreprise, tant mieux. Ça veut dire que cette partie-là est faite du travail. Si vous n'avez pas d'entreprise, on vous met en contact. Donc, comme je disais, le forum, donc là, c'est en face à face. Donc, tous les candidats que nous déclarons admissibles sont conviés à ce forum. Ils viennent et ils voient les entreprises en entretien. Bon, souvent, ça ne se conclut pas le jour même, mais on ne sait jamais, ça peut se passer le jour même. Souvent, c'est un premier entretien et l'entreprise, après, vous revoit à distance ou en présentiel pour un deuxième entretien. Et ensuite, de toute façon, on vous invite à déposer votre CV sur notre job teaser. Et à partir du moment où vous faites ça, donc vous vous déclarez, vous avez accès à toutes les offres des entreprises que nous recevons. Les entreprises voient votre CV aussi, donc elles sont en contact direct avec vous. Donc ça, c'est très pratique. En fait. D'accord. Et alors, quelqu'un qui aurait candidaté l'an dernier en L2 et qui n'aurait pas été retenu, est-ce qu'il a intérêt, est-ce qu'il a une chance peut-être supplémentaire de recandidater à l'issue de sa L3? Ou est-ce qu'il se dit, moi j'ai parfois un entretien, il me dit, je n'ai pas été pris l'an dernier, donc est-ce qu'il va y avoir une plus-value à avoir fait ma L3? Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Alors, si la personne a fait un L2 et en est restée là, c'est-à-dire qu'elle a redoublé sa L2, on ne le prendra pas cette année. C'est-à-dire que s'il a échoué une fois, on ne le reprendra pas une deuxième fois s'il n'y a pas une valeur ajoutée supplémentaire. Si par contre la personne a fait une L2 et qu'elle veut recandidater avec une L3, c'est complètement différent. Parce que la personne, elle s'est redonné les chances de pouvoir à nouveau être prise. Et donc, une année supplémentaire, ça peut vouloir dire que les résultats sont meilleurs, que la confiance en elle est meilleure, que voilà, il y a tout un tas de critères qui font que, oui, il faut tenter sa chance avec une L3, même si on a échoué avec une L2. D'accord. Alors, on va faire deux petits prismes différents. Un, d'abord, par rapport aux gens qui sortent, aux étudiants qui sortent de BUT, puis ensuite plutôt de licence 2. Et donc, il y aura une question par rapport à une LAS 2. Je ne vous oublie pas, la personne qui a posé cette question. Donc, on est bien d'accord. Les personnes qui sont en BUT 2, qui se posaient la question en début d'année, est-ce que je peux candidater en école d'ingé ou je dois aller jusqu'au bout? Vous leur dites, oui, vous êtes à BUT 2, vous pouvez candidater. On est d'accord là-dessus? Oui, on peut candidater avec un BUT 2. Et donc, on a une question spécifique par rapport à un étudiant qui est en BUT réseau et télécom. Et donc, il demande, est-ce que d'abord je peux candidater par alternance? Et puis, sur quelle spécialité? Alors, en réseau et télécom, quelle spécialité dans notre école? Il peut candidater directement sur la spécialité informatique. Et il peut candidater aussi sur la spécialité électronique et système embarqué. Et si il se sent, au contraire, même s'il a fait réseau et télécom, s'il a envie de faire finalement une formation qui est orientée autour des maths, il peut aussi candidater sur la formation en mathématiques. Et disons qu'avec réseau et télécom, informatique et électronique et système embarqué, c'est ce qui paraît être le plus sûr. Ouais. Et d'ailleurs, on a des candidats chaque année qui arrivent de ces formations-là. Et donc, on est bien d'accord, il fera le cycle ingénieur au complet en 3 ans. Oui. Voilà. Alors qu'on sorte de BUT 2, de L2 ou de L3, on démarre en première année du cycle ingénieur. On le fait en 3 ans. Et donc, on fait 3 ans. Ouais. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais alors si je fais BUT 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6 au lieu de faire 5. Oui, comme on sort avec un diplôme. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut candidater dès la deuxième année. Si vous candidatez en BUT 2, en L2, que vous êtes pris, c'est super, vous gagnez 1 an. Voilà. Donc, il faut le faire. Je veux dire, se retenir paraît stupide. Oui. Il faut le faire. Et si vous êtes pris, tant mieux. Et si vous n'êtes pas pri, vous recandidatez l'année suivante. Là, ce sera une question de résultat, en fait, une question de dossier, on va dire. Voilà, c'est une question de dossier, exactement. Okay. Alors, la commission des titres d'ingénieur qui régule les diplômes d'ingénieur en France, il y a 200 écoles d'ingénieurs en France. La commission des titres d'ingénieur, c'est elle qui a décidé que les élèves de BUT 3, comme les élèves de licence, de L3, rentrent en première année du cycle ingénieur. Donc, c'est valable pour toutes les écoles. Donc, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs, c'est partout comme ça. Absolument, d'accord. Mais on peut tenter en L2 ou en BUT 2. Et alors,
quid des étudiants qui sont en double licence? Est-ce que c'est une plus-value? Et on a un étudiant qui nous demande, voilà, moi je suis en double licence physique, sciences de la Terre. Donc est-ce que c'est une plus-value? Est-ce que j'ai intérêt à candidater? Et du coup, vers plutôt quelle spécialité avec cette double licence? Alors, avec une double licence, a priori, on a une double compétence. Et donc, normalement, ça peut ouvrir plus de possibilités, ce qui est normal. Donc là, par exemple, vous disiez que c'est une double licence physique et sciences de la Terre. Typiquement, physique et sciences de la Terre, c'est quelqu'un qui peut candidater sur la formation d'ingénieur dans le domaine du bâtiment intelligent, parce que c'est essentiellement de la physique. Du génie de l'eau, parce que là, on est plus proche des sciences de la Terre. Du génie de l'eau et de l'aménagement paysager aussi, ça marche aussi. Et puis, par rapport à ces formations-là, on est plutôt axé là-dessus. Maintenant, la personne ayant fait physique, elle peut aussi décider de partir sur électronique et système embarqué, parce qu'il y a une base de physique, évidemment, qui est très importante. C'est pas le même genre de physique, mais il y a aussi une base de physique qui compte beaucoup dans ce domaine-là. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est par rapport aux différentes spécialités. Juste, est-ce que vous pourriez nous préciser s'il y a quelque part sur le site de Polytech une espèce de correspondance entre les spécialités des cycles ingénieurs et les spécialités de BUT? Et aussi pour les L2, parce que souvent ils sont L2 physique, maths, ils disent oui mais je ne sais pas trop, parce que comme c'est très général, hein, maths physique, ben, je peux candidater sur quoi comme spécialité? Donc est-ce qu'il y aurait un document qui pourrait accompagner les étudiants dans ce choix? Oui, alors effectivement, vous allez donc sur le portail dont je parlais tout à l'heure, Admission Polytech. Et quand vous allez sur ce portail-là, donc vous avez une présentation Admission Polytech pour but 2, L2, L3. Et là, vous descendez tout doucement sur la page et à un endroit donné, vous avez un tableau à ouvrir, à charger, qui est en fait une sorte de feuille Excel, si je peux dire ça comme ça, qui vous donne les correspondances entre les spécialités de diplôme de niveau Bac+2, Bac+3 et les spécialités d'ingénieur, école par école. Donc là, vous avez les 15 écoles du réseau, toutes les spécialités de ces 15 écoles et vous avez la correspondance. Donc, vous pouvez savoir, en ayant fait, je dis n'importe quoi, une formation de génie industriel et maintenance, vous suivez la ligne et là, vous allez voir, a priori, quelles sont les spécialités pour lesquelles vous pouvez candidater. Mais ça, c'est pour les BUT. Pour les BUT. Quid des L2, L3 voilà. Et pour les L2, L3, il faut s'en inspirer. Il faut partir sur une même base parce qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Après, il y a des choses plus spécifiques pour les L2, L3, comme par exemple la physique. Oui. Voilà. Et donc, par exemple, là-dessus, faites un petit peu appel à vos compétences actuelles. Vous savez qu'en ayant fait de la physique en licence, vous allez derrière pouvoir faire du génie mécanique, vous allez pouvoir faire des matériaux, vous allez pouvoir faire du génie civil, donc du bâtiment en particulier, vous allez pouvoir faire du génie de l'eau. Comment ? De l'optique. De l'optique, voilà, de la robotique aussi. Ouais, tout ça, ce sont des choses qui vous sont offertes. Quoi qu'il en soit, quand vous allez sur le portail de notre école, vous avez le programme de toutes les formations dont je viens de parler. Vous y allez, vous fouillez, vous ouvrez et vous regardez les programmes. Je crois que c'est la meilleure façon de trouver chaussures à votre pied. Ouais. Alors, on a une question très spécifique. C'est une étudiante qui est donc cette année en LAS Sciences de la vie, mais LAS 2. Hein, donc, elle est issue d'un DUT génie biologique. Donc, j'ai vu son dossier, oui, donc elle a été intégrée en LAS 2. Donc, ça veut dire qu'elle suit au complet une L2 sciences de la vie, même si elle est en LAS et qu'elle a les yeux santé en plus. Est-ce que cette personne est éligible pour génie bio chez vous? Oui, elle est éligible pour génie bio chez nous, elle peut candidater. Absolument. Très bien. En plus, elle va avoir des atouts, hein, puisqu'elle a à la fois la L2, elle a à la fois le BUT génie bio, donc elle peut candidater. Très bien. Voilà, donc on a répondu à votre question. Excusez-moi, je n'ai pas répondu tout de suite, mais il y a tellement de choses à dire et c'est tellement passionnant que c'est difficile de tout vérifier. Donc, par rapport justement à, donc c'était par rapport à cette classe, donc cette personne peut effectivement candidater. Donc merci, elle est rassurée. Alors oui, est-ce que vous pourriez un petit peu être plus précis justement sur la manière dont vous… Est-ce qu'il y a des notes seuil, par exemple? Est-ce qu'il faut se dire, avec 14 de moyenne, j'ai des chances d'être pris, si j'ai 12, c'est même pas la peine de candidater? Est-ce que vous pourriez donner des conseils justement sur la qualité des dossiers qui sont susceptibles d'être admissibles, qu'on soit en BUT2 ou en L2, L3? Alors, il y a une question qui est importante, c'est de savoir comment est la moyenne de la classe. Parce que si vous avez des notes qui sont à 17, mais que la moyenne de la classe est à 16, ça veut dire que peut-être toute la classe est très bien notée et que la note de 17 n'est pas différenciante. Donc, ce qu'on va regarder, c'est votre position par rapport à votre classe. C'est ça qui est très important. Donc, si vous avez 13 de moyenne ou 12 de moyenne, mais que la moyenne de la classe est à 7 ou à 8, ça veut dire que c'est une classe qui, au niveau des notes, est difficile, mais que vous êtes parmi les premiers. Et donc, en fait, on va regarder votre position. On ne va pas seulement regarder la note, on va en fait surtout regarder votre position par rapport à la classe que vous suivez. Ça, c'est un élément. D'accord. Donc, et les remarques des enseignants, est-ce qu'il faut joindre par exemple des lettres de recommandation, des choses comme ça? Oui,
tout ce qui peut être fait, les lettres de recommandation sont demandées, les bulletins de notes sont demandés, les notes du bac sont demandées. Donc tout Oui, ça, note oui, du ce sont des bac choses aussi, qui vous oui, sont demandées. d'accord. Ouais, Ouais, tout à fait. En fait, quand vous d'accord. allez sur Ouais, alors pour les apprentis, sur e-candidat, pour les candidatures, du moins aux formations par apprentissage, sur e-candidat, et pour les candidatures aux formations qui ne sont pas par apprentissage, pour les étudiants, d'accord, sur le portail Admission Polytech, là, on vous dit quelles sont les pièces à fournir. d'accord. Donc, vous devez fournir les pièces qu'on vous demande pour que votre dossier soit Voilà, considéré d'accord. complet. S'il manque des pièces, on va vous dire votre dossier est incomplet. Si votre dossier est incomplet, on ne va pas le regarder. Donc, il faut compléter le dossier. Par exemple, si vous avez la possibilité de fournir un test de niveau d'anglais, mettez-le. Oui. Voilà, mettez-le parce que Par c'est. exemple, quoi? Qu'est-ce que Alors, par le exemple, TOEIC? si vous avez passé, voilà, si vous avez une note, si vous avez un test de TOEIC en poche, ou même si vous avez un test, pas forcément du TOEIC, du BULATS ou de n'importe quel test officiel sur le niveau d'anglais, mettez-le parce que ça nous permet à nous d'avoir des certitudes sur votre niveau. Voilà. En plus, ça coûte pas très cher. Vous pouvez le passer par vous-même. Je crois que ça coûte 47 € ou 48 €. Donc, si vous ne l'avez pas, si votre établissement actuel ne vous le propose pas, passez-le. Ça vous coûte pas cher, mais c'est une plus-value sur votre candidature d'avoir une évaluation de votre niveau d'anglais. D'accord, et j'imagine que le fait aussi peut-être d'avoir travaillé à côté en tant qu'étudiant ou pendant ses vacances, est-ce que toute expérience professionnelle est intéressante à mettre donc dans sa candidature? Est-ce qu'elle peut éclairer le jury par rapport à la personnalité du candidat? Oui, c'est une pièce optionnelle, ça qu'on demande. Une pièce optionnelle, c'est-à-dire si vous avez des éléments d'expérience professionnelle et que vous avez un courrier d'une entreprise ou même un bulletin de salaire ou quelque chose qui montre que vous avez fait ci, vous avez fait ça, déposez-le. Parce que ça aussi, c'est intéressant pour nous de savoir, en fait. Ouais. Est-ce C'est pas qu'il y a... obligatoire, cette Oui, pièce-là, c'est facultatif. d'accord. Et donc quelqu'un qui aurait candidaté dans d'autres écoles que Nice, donc en alternance, est-ce qu'il y a, comment dire, un échange sur les candidatures entre écoles ou est-ce qu'une école ne sait pas vers quelle autre école le candidat a postulé? C'est pour savoir, vous voyez, ils sont souvent un petit peu inquiets en disant oui, mais s'ils ont vu que je ne demandais pas là et que j'aurais pu demander là, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, justement? Alors, si vous candidatez à une formation d'ingénieur dans le réseau Polytech en format étudiant, donc comme c'est un portail national et une plateforme nationale, les 15 écoles voient tout le monde. D'accord. Et Voilà. c'est vraiment une sélection nationale. Mmh. Si vous candidatez en format plutôt statut apprenti, chaque école est autonome et indépendante. Ce qui veut dire que quand vous candidatez à Nice, Polytech Lyon ne sait pas que vous avez D'accord. candidaté à Nice, ni Polytech Montpellier, D'accord. ni Ouais, Polytech ouais, Marseille. ouais. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par rentrer dans une école Polytech, moi, je ferai la chose suivante. Mmh. Je déposerai un dossier sur la plateforme nationale pour National, la voilà. candidature sous format Mmh. étudiant. Je déposerai un dossier dans toutes les écoles qui proposent de Polytech, qui proposent une formation par alternance Mmh. dans les domaines qui vous Voilà, intéressent. d'accord. Voilà. Si vous Donc on êtes peut faire les intéressé, 2 sans problème? ouais, Ouais. absolument. Mmh. Si vous êtes intéressé pour faire, je prends un exemple, pour faire de l'informatique, Mmh. on fait de l'informatique ici à Nice par apprentissage. On en fait aussi à Marseille. Je crois qu'on en fait à Montpellier. Déposer un dossier partout. C'est ça. Comme ça vous donne le maximum Mmh. de chances. Il n'y a Il aucune n'y a pas de raison de se limite freiner. de dossier? Il ne faut Ouais. pas se freiner. Il n'y a pas de limite Non, de non, non. candidature? Ouais. Un dossier, c'est un dossier électronique. Bon, avant, on Mmh. pouvait se dire un dossier, il fallait Oui. faire des copies, c'était du Bah papier, il oui. fallait envoyer, etc. Mmh. Aujourd'hui, c'est un dossier électronique, ça ne D'accord. coûte rien. Mmh. Vous y passez une soirée, vous déposez partout. Il faut vous donner D'accord. toutes les Ouais. chances. Ouais. Et alors par rapport à votre nouvelle spécialité, génie de l'eau et aménagement paysager, est-ce que cette spécialité peut être ouverte à des candidats qui sortiraient du BTSA, travaux paysagers de Vers d'Azur, justement? Oui, bien sûr. On n'a pas parlé des BTS jusqu'à Voilà. maintenant, mais Mmh. absolument. Donc, les élèves qui sortent de BTS, notamment ceux du campus Vers d'Azur, Mmh. de BTS Gémeaux aussi dans le domaine de Aussi, l'eau, oui. Ouais. ou des personnes qui ont fait un BTS puis une ATS Oui. derrière, vous pouvez candidater sur cette Mmh. formation par apprentissage. Hein. D'accord. La partie génie de l'eau et aménagement paysager, c'est que par apprentissage. Mmh. Vous pouvez candidater. Et là, en fait, on va faire, sur cette formation-là, on va faire un jury commun avec le campus Vers d'Azur. Donc, évidemment, on sera très D'accord. attentif au dossier Ouais. des élèves qui sont là-bas. Et est-ce que vous êtes attentif, parce qu'il y a aussi, je sais, des étudiants là, de deuxième année de BTS qui sûrement nous suivent ou nous suivront un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez une préférence pour les BTS ou les BUT? Est-ce que vous faites, est-ce qu'il y a comme ça des quotas par rapport au diplôme ou comment vous les évaluez de la même manière en fait que les BUT, les BTS? En format alternance. En format, non, format, le format étudiant. Un format étudiant. Mmh. Alors, en format étudiant, on a effectivement un nombre de places par catégorie de diplôme. C'est important, c'est-à-dire qu'en D'accord. fait, je disais tout à l'heure qu'il y avait 200 et quelques places pour les buts, 264 et 332 pour les L2, L3. D'accord. Donc là, on ouvre, c'est cloisonné, c'est-à-dire qu'un candidat qui dépose une candidature avec un dossier de but 2, il va être sur le concours but 2.
D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que s'il y a une spécialité qui n'a pas ouvert de place pour les buts 2, il ne pourra pas y aller. D'accord. Okay. Donc là, quand vous déposez votre dossier sur admission Polytech, en fonction de ce que vous avez fait comme diplôme antérieur, vous allez voir ce qui va s'ouvrir à vous comme choix. Ça va se faire de manière automatique. Vous aurez le choix correspondant à votre diplôme antérieur. Voilà comment ça marche. D'accord. Par contre, si vous êtes en statut, si vous candidatez en statut apprenti, ça ne marche pas pareil. Donc là, c'est une seule poche. Donc tous les candidats se retrouvent dans une seule panière. Tous les candidats posent leur dossier dans la même panière. Et donc il n'y a pas de quota pour les licences ou pour les buts en particulier. Là-dessus, ça dépend vraiment de la qualité de chaque dossier. Ouais. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est en BTS industriel qui veut venir chez vous de plutôt passer par une ATS ou de candidater quand même déjà tout de suite en deuxième année de BTS, à condition bien sûr de le valider, hein, de l'obtenir? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend de la qualité du dossier. C'est-à-dire que si la personne se trouve en confiance avec son dossier actuel, c'est-à-dire avec un bon BTS, en ayant fini premier, deuxième ou troisième de son BTS, il faut candidater maintenant. Ouais, c'est ça. D'accord. Si la personne estime que bon, c'est peut-être un peu juste et qu'une ATS lui permettrait de consolider ses compétences et d'améliorer son dossier, alors il vaut mieux attendre de faire l'ATS. De faire l'ATS, ouais. Donc là, c'est une question d'opportunité par rapport à son auto-évaluation, si je peux dire. Et il y a quelques étudiants aussi de BUT2 qui, bon, comme on est quand même dans cette réforme qui est nouvelle aussi pour eux, bien sûr, se demandent si leur but, c'est d'intégrer une école d'ingénieur dont la vôtre, est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter après BUT2 et faire une ATS parce qu'elle va vraiment me préparer à rentrer en école d'ingénieur, ou est-ce que je vais jusqu'à BUT3 et je tente après? Stratégiquement parlant, qu'est-ce que vous conseilleriez? C'est un peu la même chose, je dirais. C'est-à-dire que si un élève de but 2 est bien placé en but 2, il faut candidater sur le cycle ingénieur directement. Par contre, si vous êtes sur un classement moyen en but 2, il vaut mieux aller au but 3. D'accord. Voilà le conseil que j'aimerais donner. Donc ça dépend. Est-ce que vous êtes dans le premier quart ou dans le premier tiers de votre classe? Si vous êtes dans le premier quart ou le premier tiers, candidatez. Candidater, de toute façon, ça vous coûte rien. Tout à fait. Candidater. Si vous êtes au-delà du premier tiers, bon, dans ce cas-là, je vous conseillerais d'aller au but 3 pour améliorer votre position, pour améliorer donc vos chances de pouvoir être pris en cycle ingénieur. Mais ceci étant, ce que je dis, c'est simplement quelque chose qui est du cadre général. Mais tout le monde a sa chance. Donc ça dépend de qui candidate par ailleurs, de combien de places sont ouvertes, combien de candidatures dessus, quel niveau des autres candidats. Donc, ça ne dépend pas que de votre dossier. Ça dépend des autres, en fait. C'est une question d'offre et de demande. C'est un concours, donc ça dépend un peu de tout. Donc, si vous voulez avoir le maximum de chances, il faut candidater, je dirais. Oui, puis peut-être que le fait de finir à BUT3, vous avez au moins un BUT, donc un diplôme complet, plutôt que d'arrêter en BUT2 pour aller en ATS. C'est peut-être pas tout à fait la même stratégie non plus. Je pense effectivement qu'il vaut mieux faire un but 3 plutôt que d'arrêter le but 2 et d'aller en ATS derrière. Ça me paraît plus sage d'aller au diplôme but 3. Alors, on a une question très spécifique d'un étudiant qui est un petit peu inquiet parce qu'en fait, il a refait sa L2 et sa L3 et il demande si, dans cette deuxième L3, si le semestre 5 est vraiment excellent, meilleur que ça ne l'a été jusqu'à présent, est-ce qu'il peut quand même avoir une petite chance d'être accepté cette année en cycle ingénieur chez vous? Vous voulez dire qu'il a redoublé sa L2 et il a redoublé sa L3? Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, oui. Il n'avait pas encore postulé ni en L2 ni en L3, mais de fait, il a quand même refait. Mais il lui a fallu 5 ans pour en faire 3. C'est ça, ouais. Alors après, ça dépend des conditions personnelles de l'étudiant, parce qu'il y a des étudiants qui ont des aménagements spécifiques et qui peuvent amener l'étudiant à rallonger ses études. Ça peut être un accident de la vie, ça peut être une personne en situation de handicap, ça peut être un sportif ou un artiste de haut niveau. Voilà, il y a plein de raisons. Ça peut être un étudiant qui a fait une césure. Il peut y avoir plein de raisons qui font que les études se sont rallongées. Donc de toute façon, lorsqu'un étudiant arrive et qu'il a mis plus de temps que ce qui est habituel, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, s'il y a des pièces justificatives, il faut les fournir. Voilà, c'est ça. C'était l'idée, quoi. Voilà, tout à fait. Donc on peut très bien rajouter des pièces qui justifient un petit peu cette situation-là. D'accord, vous serez attentif. Voilà, nous, on a un cycle préparatoire dans l'école qui recrute en post-bac. Et on a tous les ans des élèves qui demandent un aménagement spécifique pour faire leur prépa qui doit durer 2 ans en 3 ou 4 ans. Actuellement, on a un champion du monde de VTT junior. Bon, lui, il a besoin d'un aménagement particulier pour continuer à faire partie de l'équipe de France. Oui, donc, bien sûr, donc c'est un statut sportif de haut niveau. Tout est possible. Alors, je ne sais pas, sûrement vous devez le voir dans les candidatures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de L2, L3 qui n'osent pas trop candidater parce qu'ils pensent que, vous l'avez dit, c'est différent pour les BUT, pour les L2, L3, ce n'est pas le même contingent.
Qu'est-ce que vous auriez à dire aux L2, L3 qui s'auto-censurent et n'osent pas trop candidater en disant ouais, mais ils prennent pas beaucoup de monde issus de L2, L3. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu peut-être des chiffres d'étudiants donc de chez nous, Université Côte d'Azur, qui candidateraient à l'issue d'une L2, L3 et qui arriveraient donc à franchir le cap de la sélection? Combien il y en a par an? Est-ce que c'est Alors, représentatif? on a donc tous les ans des élèves de l'Université Côte d'Azur qui arrivent. Alors, jusqu'à maintenant, c'était soit de L2, L3, soit du DUT. Voilà. Du DUT, hein, d'accord. Bon, maintenant, ça va être du début de 2. Hein. Mais tous les ans, on a des candidats qui sont pris dans l'école. Donc, tous les ans, on a des dizaines de dossiers reçus en demande d'admission. Et tous les ans, on a admis pour pouvoir intégrer aussi l'ingénieur. Je dirais que ne pas candidater, c'est un peu comme se refuser une opportunité. Donc, pourquoi se refuser une opportunité? Sauf si on n'a vraiment pas envie d'y aller. Alors, évidemment, si on n'a vraiment pas envie d'y aller, il n'y a pas de souci. Absolument, il ne faut pas. Ouais. Mais pourquoi refuser une opportunité? C'est une opportunité qui vous intéresse. Enfin, je ne vois pas de conditions psychologiques qui font qu'on devrait se dire « Ah non, il n'y a pas beaucoup de place, je ne tente pas ma chance ». C'est complètement stupide de penser ça. Ça ne marche pas comme ça. Et si ça marchait comme ça, on n'aurait pas de candidat, on n'aurait personne. Absolument, oui. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bon, là, au loto, c'est le fait du hasard. Nous, c'est pas le fait du hasard si on est admis. Mais voilà, pour pouvoir gagner, il faut jouer. Si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez pas, c'est certain. Est-ce que vous avez plus de candidats de L2, L3 d'autres universités qui arrivent en cycle ingénieur chez vous, ou quand même les Niçois candidatent de façon assez régulière sur vos cycles ingénieurs? Les L2, L3, hein, je parle. Hein. Les Niçois candidatent toujours chez nous sur le cycle ingénieur, que ce soit en formation étudiant ou en formation apprenti. Et il y en a de plus en plus en formation apprentie. D'accord. Voilà. Parce que la grosse différence, c'est que, comme je disais tout à l'heure, sur la formation ingénieur étudiant, c'est les L2, L3 de toute la France qui candidatent. Oui. Et donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de monde et forcément, la concurrence est plus rude. Mais néanmoins, encore une fois, pour gagner, il faut jouer. Et par contre, sur la partie alternance, bon, bah là, du coup, comme c'est du local, tout le monde se dit, allez hop, je candidate là parce que c'est du local. Je connais ma valeur par rapport au local. C'est ça le truc. Hein. C'est que si vous candidatez, par exemple, sur la formation en apprentissage en informatique, d'accord? Ça veut dire que vous êtes déjà à l'Université Côte d'Azur en L2 ou en L3 en informatique, ou en double licence, maths informatique, ou bien vous êtes déjà en but 2 informatique. Les autres candidats potentiels qui vont venir sur l'alternance, ils sont assis à côté de vous dans la classe. Vous les connaissez, vous connaissez votre valeur. Donc, vous pouvez vous dire, OK, j'ai toutes mes chances ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous savez vous situer. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui vous donne un petit peu le feeling des possibilités. Absolument. Alors, une étudiante vous pose la question suivante, est-ce que c'est mieux après L2 ou après L3? Donc, peut-être qu'elle n'avait pas entendu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la qualité du dossier. Donc, si vous pouviez répéter en fait ce conseil. Oui. Voilà. Est-ce que c'est mieux après L2 ou après L3? Ou est-ce que c'est mieux après but 2 ou but 3? En fait, bon, c'est un peu la même question. Le fait est que si vous avez déjà un bon dossier après la deuxième année, donc en L2 ou en but 2, candidatez. Voilà. Parce que c'est le bon dossier qui vous permettra de passer. C'est tout. Donc, si vous avez un bon dossier, déposez. Si vous avez un dossier que vous estimez, vous, en auto-évaluation, qui est moyen, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le premier tiers de la classe, en gros, vous n'êtes pas dans le premier tiers de la classe, alors peut-être que là, il vaut mieux poursuivre sur la troisième année pour décrocher votre diplôme et après vous verrez. Pour valoriser peut-être aussi sa L3 du coup et augmenter en compétences. Ouais. Exactement, et après vous verrez et ça empêchera de toute façon pas de tenter sa chance après le L3. C'est ça. Mais en fait, si on se sent bien à un moment donné, il faut faire le saut. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si vous êtes classé dans le premier quart après votre L2 et que au L3 catastrophe, vous passez dans la moitié, et ben là, du coup, vous aurez loupé votre chance et c'est dommage. C'est ça, oui. Oui, parce que du coup, même si j'ai une L3, on ne peut pas dire qui peut le plus, peut le moins. Je ne peux pas candidater au titre d'une L2, puisque j'ai une L2, puisque j'ai une L3. Si vous candidatez une première fois, alors, sans avoir candidaté en L2, vous voulez dire? Oui. Ah oui, alors effectivement, on peut se dire je candidate pas en L2. Et oui. Je fais en L3 et je candidate ensuite en L3 et du coup au titre de L2. C'est ça. C'est possible. Ça, on peut le faire. C'est possible de faire ça. Okay, c'est possible de faire ça, tout à fait. Parce que ça, c'est des stratégies qui parfois peuvent être conseillées. On peut faire ça, tout à fait. On peut faire ça. Ça veut dire que la personne perd un an. C'est ça. Voilà. Si elle avait un bon dossier à L2, bah, elle pouvait directement intégrer un L2 et donc elle aura perdu une année parce qu'elle aura juste attendu. Donc candidater. Voilà. C'est possible, mais c'est dommage. Absolument. Dommage. Et justement, donc cette étudiante continue de poser la question suivante, mais du coup, l'oral, est-ce que le poids de l'oral là, dans l'intégration en cycle ingénieur, il est vraiment conséquent? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait vraiment la balance? Si vous étiez, disons, un petit peu juste, vous avez été admissible tout juste, est-ce que vraiment l'entretien, c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte, qui est déterminant? Alors, en format étudiant, donc il y a cet oral, une fois qu'on a été déclaré admissible sur le dossier,
il y a cet oral que vous viendrez passer dans notre école. Il n'est pas déterminant. L'oral, c'est pour s'assurer qu'on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait pourquoi il est là, qu'il n'a pas déposé un dossier par hasard, Voilà. que c'est sa volonté personnelle et pas la volonté d'un parent qui l'a poussé à faire alors qu'en fait, il ne veut pas le faire, ou que c'est quelqu'un qui se sent prêt à aborder des études d'ingénieur. Voilà, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a un projet professionnel, est-ce qu'il y a une maturité autour du dossier. Voilà ce qu'on veut savoir. Donc l'oral, il sert à ça. On va dire, il sert à essayer de détecter les personnes qui ne sont pas là parce qu'elles le veulent vraiment. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans le cas de la formation par alternance, l'oral, donc une fois qu'on est admissible, l'oral, c'est l'entretien avec l'entreprise, direct. Donc là, ça veut dire qu'il faut montrer qu'on a envie de faire une formation par apprentissage et d'être embauché par une entreprise qui croit en nous et qui se dit, je vais prendre celle-ci ou celui-là, je vais le payer, il va travailler chez moi à moitié du temps, et la moitié du temps, il sera à Polytech. Oui, c'est très différent. C'est pas la même nature d'entretien. Il faut être hyper motivé. D'accord, oui, tout à fait. Ouais. Et peut-être que l'entretien aussi, c'est là je parle pour la partie non-alternance, hein, peut-être aussi une conversation, peut-être à avoir avec l'étudiant, pour peut-être lui préciser aussi ce que c'est qu'un cycle ingénieur, parce que parfois je pense qu'ils ne s'attendent pas forcément ils ne comprennent pas toujours quel est le contenu d'un cycle ingénieur. Donc est-ce que vous utilisez aussi cet entretien pour justement bien faire prendre conscience au candidat de ce qu'il attend en fait? Oui, alors vous avez raison de me poser cette question. Un entretien, c'est un dialogue, c'est un échange. C'est pas juste quelqu'un qui a des questions à poser à un candidat. C'est vraiment quelqu'un qui a des questions à poser à un candidat. Mais ce qu'on attend aussi, c'est que le candidat pose des questions aussi et qu'il montre, qu'il s'est renseigné. Bon, si c'est un entretien avec l'entreprise, il s'est renseigné sur l'entreprise. Si c'est un entretien pour entrer sur un cycle ingénieur en statut étudiant, qui s'est renseigné sur l'école et sur cette formation-là. Qui pose des questions. Voilà, à quoi ça sert, c'est quoi les cours, comment ça se passe, ces évaluations, où est-ce qu'on mange à midi, voilà, est-ce qu'on peut faire la fête le soir, est-ce qu'il y a des clubs à l'étranger, voilà, comment on fait pour partir à l'étranger, un élève qui arrive, qui dit rien, qui se contente de répondre aux questions et qui repart, pour nous ça c'est un mauvais entretien. C'est ça, d'accord. Ouais, c'est un mauvais entretien. Et juste pour être tout à fait précis, l'entretien, donc pour les gens qui veulent aller en alternance, ne se fait qu'avec l'entreprise éventuellement recrutrice ou aussi avec les enseignants de Polytech? C'est uniquement l'entreprise. Uniquement l'entreprise. Voilà. Donc, pas le même entretien. Voilà. Donc, en fait, il y a deux entretiens. De chaque côté, il y a un entretien. Côté étudiant, un entretien qui se passe cette fois-ci avec des enseignants de Polytech. Voilà. Et on fait l'entretien pour le réseau Polytech. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes à Nice, vous déposez une candidature au niveau des formations par format étudiant. Votre envie, c'est pas du tout de venir à l'école de Nice, c'est d'aller à Lyon ou à Grenoble parce que vous adorez faire du ski ou vous avez la famille qui est là-bas. D'accord ? Il y a des tas de bonnes raisons de vouloir changer d'école. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Vous passez votre entretien à Nice parce que vous habitez près de Nice, même si vous voulez aller à Grenoble ou à Nantes ou à Lille ou n'importe où, à Paris-Sorbonne. D'accord ? Et nous, on va à l'issue de l'entretien indiquer au réseau Polytech ce qu'on pense de l'entretien. Ça c'est fait et c'est le seul entretien. Par contre, si vous êtes en format apprentissage, donc nous, on va regarder localement votre dossier, on va vous le déclarer admissible et le seul entretien que vous aurez, c'est avec les entreprises qui seront présentes le jour du forum. Et si vous faites une affaire ce jour-là, eh ben, vous concluez au deuxième entretien avec votre entreprise. Si vous ne faites pas d'affaires ce jour-là, vous avez de toute façon avec Job Teaser un ensemble de contrats qui vous seront proposés et c'est à vous de faire les démarches et de dire tiens, je vais envoyer un mail à cette entreprise-là, à celle-là et à celle-là pour leur signaler que je suis intéressé et du coup, vous serez en contact direct. Donc, c'est un entretien d'embauche. C'est aussi un entretien d'embauche, exactement. C'est pas la même nature d'entretien. C'est pas pareil. D'accord. Et ce qui est rassurant aussi, là, pour bien que les étudiants là, qui nous écoutent comprennent bien, justement, le fait que même si l'entretien avec une entreprise, donc c'est pour l'alternance, hein, ne s'est pas passé aussi bien que souhaité, il a la possibilité d'avoir accès donc, à d'autres noms d'entreprises qui recrutent via donc, votre Job Teaser, c'est ça? Oui, et ça c'est important. Et ça, c'est très différent, parce qu'en fait, en format étudiant, on a un seul entretien. Et oui. Avec un tandem d'enseignants. En format apprenti, dès lors qu'on passe l'admissibilité et qu'on a des entretiens, on peut en avoir 100. Oui. Autant d'entreprises qu'on veut. Voilà. On peut même avoir un premier entretien avec l'entreprise qui nous dit super, moi je vous veux. Le lendemain, vous passez un entretien avec une autre entreprise parce que simplement c'est celle-là que vous préférez vous. Et vous pouvez même faire ça 3 fois, 4 fois. À un moment donné, il faut choisir. Et vous le faites autant de fois que vous voulez. D'accord. Donc, il y a plus de choix, on va dire, pour la personne elle-même hein, qui va être en alternance. Elle a aussi son mot à dire, en fin de compte, sur le style d'entreprise qu'elle souhaite. C'est bien ça? Exactement. On n'est pas obligé. Donc, effectivement, le candidat à l'alternance qui était admissible n'est pas obligé de prendre la première entreprise venue. Absolument. C'est lui qui choisit au final. C'est un choix entre les deux. L'entreprise choisit
son salarié, tout comme l'étudiant salarié choisit son entreprise. C'est vraiment quelque chose qui se passe à deux. Hein. Ouais. Tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à demander à l'entreprise. Vous avez une entreprise qui vous plaît. Elle vous propose de vous prendre. Demandez à aller dans l'entreprise. Oui. Allez la voir. C'est possible, on peut faire ça. Oui, il faut le faire. Faites une visite. Personne n'imaginerait prendre un contrat de salarié dans une entreprise sans avoir été une fois. Absolument. Ouais. Ni vous ni moi, on n'a jamais fait ça. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas le faire. D'accord. Donc il faut un peu oser, c'est ça le message. Il faut oser. Il faut être exigeant. Les entreprises seront exigeantes avec vous. Vous devez être exigeant avec les entreprises. Et pas attendre passivement le jour où on commence son contrat et puis peut-être qu'on se rend compte qu'il y a plein de conditions qui ne nous vont pas. Exactement. Vous allez aller dans l'entreprise, vous allez vous rendre compte, je ne sais pas, que le mobilier est vieux, qu'ils ont encore des écrans cathodiques. Je dis n'importe quoi. Mais ça peut jouer, voilà, il faut y aller, il faut rencontrer le personnel, voir les locaux. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut pas hésiter à le faire. Et vous savez, on a des gros clients chez les entreprises. Pour donner un exemple, je prends l'exemple de Thales. Donc, Thales est une très grosse entreprise internationale qui a 2 sites sur la région. Un site, donc il y a le Thales Espace qui se trouve sur Cannes, qui fabrique des satellites et tout un tas d'appareils destinés à voyager dans l'espace, où il y a plus de 2500 salariés. Et puis il y a Thales qui se trouve donc sur Sophia Antipolis, qui est chargé plutôt des systèmes de défense et des systèmes de sonar sous-marins et tout un tas de choses qui se passent sous l'eau. Donc c'est la même entreprise, mais ce sont deux divisions différentes, on va dire. Donc Thales nous prend 15 apprentis par an. D'accord. 15 par an. Du coup, dans quelle spécialité de énorme. cycle ingénieur Mathématiques, électronique et informatique. C'est énorme. Donc, c'est des entreprises qui nous connaissent très, très bien, qui connaissent bien l'école, on les connaît très bien aussi. Et quand ils viennent au forum pour recruter des alternants, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent que c'est des bons candidats parce que Polytech Nice-Sophia les a sélectionnés. Pour prendre d'autres exemples, par exemple, Vinci, c'est une entreprise avec qui on travaille dans le domaine du bâtiment. C'est pareil. Donc, en fait, les entreprises dont je parlais qui viennent au forum sont des entreprises qu'on connaît. Donc, il va y avoir Air France, il va y avoir Amadeus, il va y avoir des banques, la BNP, il va y avoir diverses entreprises, Orange. Donc, je ne suis pas capable de toutes les citer. Il va y avoir Huawei, il va y avoir aussi des laboratoires de recherche, le CNRS prend des apprentis aussi, par exemple. Il va y avoir la métropole de Nice qui prend des apprentis dans le domaine du génie de l'eau parce que c'est eux qui sont en charge de la gestion de l'eau. Il va y avoir Schneider Electric qui prend des gens aussi. Donc, en fait, il y a un panel d'entreprises qui sont nos partenaires et qui sont en même temps nos clients et qui vont donc vous aider à trouver votre voie. D'accord, très bien. Alors, il y a une étudiante qui, justement, par rapport à tout ce recrutement, donc là, on sait que on est inscrit sur Jobtasing, etc., pour pouvoir trouver une entreprise, mais est-ce que vous accompagnez aussi dans la candidature d'un étudiant, justement, à préparer la lettre de motivation, le CV, l'entretien? Est-ce que vous faites des ateliers de préparation à ce genre de choses ou pas? Alors là, on parle des apprentis. Oui, candidature apprentissage. Oui, je pense. Je pense parce que pour les étudiants, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, du coup, c'est vraiment pour les apprentis qu'on sélectionne. Oui. Alors, une fois qu'ils sont admissibles, pour nous, ils font déjà partie de l'école. D'accord. Donc, en fait, ils ont besoin qu'on leur donne un petit coup de main sur la tenue vestimentaire qu'ils doivent mettre, l'attitude, le CV, tout ça. Ouais, on est là pour les aider. Nous, on ne veut pas qu'ils aient casse-pipe. On veut qu'ils donnent une bonne image de l'école. Donc, on les aide. Voilà. Et tout à l'heure, parmi les entreprises, j'ai parlé des grands groupes parce que tout le monde les connaît. Mais en fait, des apprentis, on en a besoin non seulement dans tous les secteurs, on en a besoin aussi dans tous les types d'entreprises. Donc, on est fortement associé à 2 groupes d'entreprises qui sont dans des clubs. Le club Sophia Club Entreprise, qui est un groupe d'entreprises de Sophia Antipolis, qui touche à tous les secteurs. Donc, celle dont je parlais tout à l'heure s'y trouve. Et il y a aussi Télécom Valley, qui est un autre club d'entreprise avec qui on est aussi associé. Donc, 2 clubs avec qui on est très fortement associé. Avec Télécom Valley, on a un Fab Lab qui se trouve dans nos locaux. D'accord. Un Fab Lab qui est très grand. Vous pouvez décrire ce que c'est un Fab Lab? Parce qu'il y a des Fab Lab, c'est un endroit où les étudiants ou les entreprises peuvent venir pour fabriquer des prototypes ou des maquettes à usage unique, souvent, ou à usage très réduit, on va dire quelques exemplaires, mais pas plus, et dans lequel on peut faire tout et n'importe quoi sur du matériau. On peut travailler le bois, le métal, le verre, le plastique, et on peut faire de la découpe, de la soudure, on peut insérer de l'électronique ou de l'informatique dans un équipement. Alors, on peut faire plein de choses. Donc, un Fab Lab, c'est un endroit où il y a tout un tas de machines avec un Fab Manager, donc quelqu'un qui est là pour vous aider à prendre en main les machines, avec du matériel. Il y a des imprimantes 3D, par exemple. Alors, je ne sais plus, il y en a peut-être une dizaine, je ne me souviens plus. Il y a des fours, il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est un endroit où on amène nos étudiants. Et c'est un endroit aussi où donc, on est partenaire avec Télécom Valley sur ce Fab Lab. Donc, Télécom Valley
amène des entreprises pour faire du prototypage ou du maquettage à cet endroit-là. D'accord. Donc à cet endroit-là, qui représente une surface assez importante, hein, c'est plus de 200 mètres carrés, on y trouve un mélange d'étudiants et d'entreprises qui viennent pour faire des choses. Et donc, en particulier, à Telecom Valley, on va trouver des grandes entreprises comme celles que je citais tout à l'heure, comme Orange, et on va trouver aussi des entreprises de taille intermédiaire et de petite taille, et des startups, évidemment. Par exemple, Jaguar, c'est une entreprise qui fait de l'informatique et qui se trouve sur Sofia, et qui est pour nous qui est un partenaire important, avec qui on travaille directement. Et donc, ça veut dire qu'ils sont étudiants dès l'instant où ils sont admissibles Oui. chez vous, et donc vous les aidez pour retrouver donc l'entreprise, lettre de motif, CV, entretien, etc. Parce que ça il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont se dire, moi, je vais aller dans une start-up parce que j'aime l'esprit. Il y a un côté un petit peu, on va dire, libre, de liberté d'action que l'on perçoit quand on va dans une start-up. Et donc, on va pouvoir trouver un contrat d'apprenti dans une start-up. Il y en a qui préféreront aller plutôt dans une entreprise de grande taille parce que les conditions sont différentes et ça leur correspond mieux. On va les aider. Donc, voilà, on a un panel très riche de possibilités. Voilà. Alors, comme il y a des étudiants qui arrivent seulement maintenant, donc ils n'ont pas tout entendu, donc c'est depuis le début. Donc, par rapport à l'alternance, vous disiez qu'on peut commencer en statut initial, étudiant et ensuite passer en alternance. Donc, vous pouvez repréciser ça. On n'est pas obligé de tout de suite faire de l'alternance. On n'est pas obligé. Voilà. On peut démarrer la première année de formation en statut étudiant et à partir de la deuxième année, vous demandez à passer en statut apprenti et là, on vous aide à trouver une entreprise pour passer en apprenti. Tout ça, c'est l'initial. L'initial, ça veut dire que vous êtes en train de faire vos études et vous n'avez pas eu d'interruption pour aller travailler et revenir. D'accord ? Si vous êtes en continuité dans vos études, vous êtes un initial. Peu importe que vous ayez fait l'alternance ou pas l'alternance avant, ça, c'est des voies de formation différentes, mais ça n'a pas à voir. D'accord. Donc voilà, tout est possible. Démarrer direct en étudiant, direct en apprenti, ou commencer en étudiant puis apprenti après. Tout est possible. Ça, c'est très bien. Et est-ce que vous avez remarqué, enfin vous-même et les enseignants, ou après au niveau de l'insertion, est-ce qu'on voit une différence entre les étudiants qui ont suivi donc la formation du cycle ingénieur en alternance et ceux qui l'ont suivi justement pas en alternance? Est-ce qu'il y a des plus-values? Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Oui, alors ça, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'ingénieur formé se trouve sur le marché de l'emploi pour son premier job, tous ceux qui ont fait l'apprentissage ont une plus-value de salaire. Qui va être de 3 000 à 5 000 euros. Hein. Donc ça, c'est très net, parce que les entreprises qui recrutent considèrent que les années alternance sont des années d'expérience professionnelle, et donc elles sont valorisées sans exception, on le voit bien, c'est très clair. Hein. Et pas que pour notre école, c'est national. Ensuite, ce qu'on voit comme différence, c'est la maturité de l'élève, le gain en maturité au cours de la formation. C'est-à-dire qu'un élève qui fait un apprentissage, il est la moitié du temps à l'école, la moitié du temps à l'entreprise. Dans l'entreprise, il doit respecter les règles d'entreprise, les questions de santé, sécurité au travail, d'hygiène, de respect des autres, de ponctualité, de qualité des rapports rendus, de qualité du travail en équipe. Tout ça, en entreprise, ça pèse son poids. Et donc, on voit progressivement, semestre par semestre, la différence qui se crée entre les élèves qui sont en entreprise, donc en apprentissage, et ceux qui n'y sont pas. Et ceux qui sont en apprentissage sont plus matures, plus vite que les autres. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Parce que quand ils reviennent à l'école en classe, les apprentis, ils reviennent avec une exigence vis-à-vis de la qualité de l'enseignement qu'on leur donne à l'école qui est supérieure aux étudiants. Donc l'apprenti est plus exigeant vis-à-vis de la formation que les étudiants. Et l'entreprise est en attente de cette exigence-là. Vous voyez ? Donc en fait, voilà, c'est vraiment une sorte de bonification. C'est ça. Mais du coup, quelle serait la faiblesse, on va dire, des études en alternance? Parce que tout ça, ça a l'air très très bien, d'être très très positif. Mais est-ce que néanmoins, bon, on sait qu'on n'a pas les mêmes vacances que quand on est étudiant, etc. Quels seraient les points, on va dire, un peu plus en défaveur de l'apprentissage? Il faut bien examiner le pour et le contre. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire de un petit peu moins drôle quoi, sur l'alternance quoi? Ok, alors pour en rajouter un plus sur l'alternance avant de parler des moins, le plus sur l'alternance, c'est que vous êtes salarié dès le départ. Absolument. Vous avez un salaire tous les mois, Voilà, pendant la formation. Donc ça, c'est important. Les moins, car évidemment, il y a des moins. La première chose, c'est ce que vous avez dit. À prendre en compte. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus les vacances étudiantes. On a les congés de salariés. Donc c'est différent. Donc si dans votre entreprise, il y a 6 semaines de congés, plus 3 semaines de RTT, ce qui est à peu près une norme environ, eh bien, vous avez 9 semaines de congés que vous devez poser, pendant des périodes où l'entreprise vous autorise à le faire. Donc, par exemple, ça veut dire qu'en général, donc, premièrement, vous ne pourrez pas poser les congés pendant les périodes où vous êtes à l'école. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez poser les congés que pendant les périodes où vous êtes dans l'entreprise. Et si l'entreprise ferme pendant 3 semaines l'été ou les 3 premières semaines d'août, vous serez en congé pendant les 3 premières semaines d'août. Vous n'aurez pas le choix. Si l'entreprise a une grosse charge de travail entre Noël et 1er de l'an pour des raisons X ou Y, et qu'à cette période-là, vous êtes supposé être en entreprise et que vous voulez prendre des congés, l'entreprise vous dit non,
parce qu'il y a une grosse charge de travail, il y a un projet sur lequel il faut qu'on avance, eh ben, vous ne pourrez pas poser de congé. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Oui. C'est-à-dire que vous avez la liberté de poser les congés quand vous le voulez, contrairement à un étudiant. Qui, lui, respecte le calendrier des pauses pédagogiques. Voilà, quand vous le voulez, mais quand l'entreprise aussi le veut aussi. Ça, voilà. Mais vous aurez droit à vos 9 semaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes à l'alternance, vous êtes engagé avec une entreprise. C'est-à-dire, vous démarrez un contrat entreprise en formation d'ingénieur. C'est 3 ans si vous démarrez dès la première année. C'est 2 ans si vous démarrez en deuxième année. Vous êtes parti pour faire 3 ans ou 2 ans avec la même entreprise. Et donc là, ça veut dire que le choix d'entreprise au départ est important. Vous démarrez avec une entreprise, vous allez aller jusqu'au bout avec elle. Impossible d'interrompre avec cette entreprise et continuer avec une autre. Quand on interrompt, c'est qu'il y a un problème, que l'entreprise n'est pas contente ou que vous n'êtes pas content. Donc, on peut interrompre si l'un ou l'autre des parties n'est pas contente, d'accord. Mais l'engagement de départ, le contrat qui est signé, c'est un contrat sur la durée de la formation. Donc ça, c'est différent, puisque un étudiant qui va faire un stage en deuxième année du cycle ingénieur et en troisième année, lui, va pouvoir faire une entreprise et puis une autre. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième différence qui fait que, on va dire, on est un petit peu obligé par le contrat qu'on signe au départ à être fidèle à l'entreprise. Voilà, ça, je dirais, c'est le deuxième inconvénient. On peut le voir comme un avantage, on peut le voir comme un inconvénient. Ça dépend. D'accord. Ça dépend comment on veut le voir. Parce que l'avantage, vous le disiez, beaucoup d'entreprises gardent leurs alternants par la suite. Si vous dites, moi, Air France, c'est une entreprise qui me passionne. Je veux aller bosser chez Air France, d'accord. Et dans ce cas-là, vous faites une formation d'ingénieur par apprentissage en informatique. Vous rentrez chez Air France comme apprenti, si vous faites du bon boulot, vous y resterez. C'est ça. Parce que tout à l'heure, vous parliez des grands groupes avec lesquels donc, vous avez beaucoup de relations. Donc, est-ce que ces alternants-là, donc chez Thales, etc., est-ce qu'après, ils restent chez ces entreprises une fois qu'ils ont donc leur diplôme d'ingénieur, beaucoup Oui, de manière générale, voilà. La grosse différence aussi, c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure, et c'est important de le redire, c'est que pour les alternants, donc, les 3/4 des alternants restent dans l'entreprise pour être embauchés ensuite à la fin de leur formation d'ingénieur, alors que chez les étudiants, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Après la fin de le stage de fin d'études. Donc on voit qu'il y a une fidélisation plus importante. Mais alors aussi, parfois, ils se posent la question en alternance, justement, si on s'engage pour 3 ans, mais ça peut, d'une manière ou d'une autre, pas convenir d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils ont des interlocuteurs si jamais ça se passe mal et qu'ils aimeraient changer d'entreprise en cours donc, de cycle pour l'alternance? Est-ce qu'il y a des interlocuteurs à l'école ou en dehors de l'école auxquels se confier? Oui, alors donc les alternants, en fait, ils ont 2 personnes de référence, une dans l'entreprise, une dans l'école. D'accord. Dans l'entreprise, on appelle ça le maître d'apprentissage. Dans l'école, on appelle cette personne-là le référent enseignant. Donc, le référent enseignant, c'est une personne de l'école qui est là pour pallier aux problèmes que l'étudiant pourrait rencontrer, pour l'aider. Donc, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont jamais seuls. D'accord. Alors, une question que j'ai zappée, là, mais que je vais vite me rattraper. Donc, tout à l'heure, on parlait de VTT, on a parlé de ski à Grenoble. Donc, ça me fait rebondir sur la question des sportifs de haut niveau dont vous parliez tout à l'heure. Donc, de quelle nature est l'aménagement, justement, pour les personnes qui sont sportives de haut niveau? Alors, on a actuellement à l'école des sportifs de haut niveau et des artistes de haut niveau. De mémoire, une dizaine en tout. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, l'aménagement, il se discute au cas par cas. C'est-à-dire que l'élève nous fait part de ses contraintes en termes finalement de sport ou d'art, et de ce dont il a besoin. Et c'est avec lui que ça se discute. Et du coup, on va lui permettre de rajouter 6 mois ou 1 an ou 2 ans supplémentaires à ses études, de manière à ce qu'il puisse faire les entraînements et les manifestations sur lesquelles il est engagé par ailleurs. Donc c'est vraiment une discussion au cas par cas. Donc il a un statut qui est reconnu. Il est reconnu à la fois par le réseau Polytech et par l'Université Côte d'Azur, donc des deux côtés, il est reconnu, et ça lui permet d'avoir accès à tous les aménagements dont il a besoin. Et donc il a intérêt à manifester déjà cette particularité à l'entretien ou tout de suite quand il dépose dans la candidature. Quand il dépose le dossier de candidature, il y a des cases à cocher s'il est dans un sens ou dans l'autre. C'est très bien. Je pense que tout le monde a l'air ravi de vos réponses. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc, qu'est-ce que vous nous diriez en mot de la fin, comme on dit, Monsieur Kaminada? Un mot de la fin, je dirais, ne vous retenez pas. Voilà, c'est bien ça. Le monde s'offre à vous, donc profitez-en, allez-y. Absolument. Prenez toutes les opportunités qui vous sont possibles. Vous restreindre, vous retenir en vous disant non, finalement, j'ai peu de chances d'être pris, je ne dépose pas, c'est bête. Tout à fait. C'est bête parce que vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'autres candidats qui peut-être sont dans la même situation que vous, ou qui, eux, au contraire, vont se dire « Ah ben moi, je vais tenter ma chance », et peut-être qu'ils ne sont pas meilleurs que vous, mais juste parce qu'ils auront tenté leur chance, ils seront pris. Absolument. Donc, ça serait dommage de ne pas tenter votre chance. C'est très bête. Ne pas s'auto-censurer. Il ne faut surtout pas s'auto-censurer. C'est vraiment quelque chose qui serait dommage. Donc, prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous, et vous ferez le tri après, quand vous aurez vos réponses. Voilà, vous aurez toutes les réponses positives devant les yeux, et là, vous vous direz « Bon, maintenant, je fais quoi ?»
Et ce n'est pas le moment de trier. Vous trierez plus tard. Et juste la dernière des dernières, le calendrier pour candidater. Donc, on est déjà dedans. Alors, pour c'est candidater, ça ouais. alors voilà. Alors pour exactement, on est dedans. Bon, pour candidater en statut étudiant dans une des formations d'ingénieurs du réseau Polytech, donc plateforme Admission Polytech, ça a démarré le 11 janvier et ça se termine le 30 mars. D'accord, donc un mois et demi encore. Ouais. Voilà, ça c'est pour statut étudiant. Pour candidater en statut apprenti, donc ça c'est par école. Donc vous allez soit sur le portail e-candidat d'Université Côte d'Azur, vous cherchez la ligne Polytech, vous ouvrez et là vous avez les 4 formations d'apprentissage. Soit vous allez sur le portail de notre école directement et vous allez retrouver la page où il faut aller candidater. Et c'est ouvert déjà. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Et c'est pareil, c'est jusque fin mars. Voilà, jusqu'à fin mars. Il faut y aller maintenant. Il faut déposer maintenant. Voilà, exactement. On est en plein dans le processus. Oui. Et vous aurez pour l'un comme pour l'autre des réponses. Pour l'apprentissage, vous aurez la réponse dans le courant du mois d'avril. D'accord. Très rapidement. Hein. Et ça vient de l'école en direct. Rapide, Et pour ce qui est de la partie étudiant, donc les dossiers étudiants, vous aurez la réponse le 2 juin. Donc, en fait, vous saurez pour l'apprentissage avant pour les étudiants. Voilà. Le 2 juin, vous saurez pour les étudiants si vous êtes admissible ou pas admissible. Très bien. Si vous êtes admissible, vous aurez ensuite un entretien en juin. Voilà. Ouais. Et bien voilà, déposez maintenant pour les deux. Déposez maintenant pour les deux. Donc on est en plein dedans. Donc les étudiants intéressés qui nous ont suivis, allez-y, c'est le moment. Et donc je vous remercie, M. Kanimedada, d'avoir fait le trajet de nouveau jusqu'à Valrose pour répondre aux nombreuses questions des étudiants. Vous avez été très clair comme d'habitude, donc je vous remercie. Et donc aux étudiants, on souhaite bon courage, bonne chance et surtout candidater. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci à vous.